Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Après avoir renoué avec le succès à Lens, les Aiglons ont pu passer une trêve internationale un peu plus sereine, mais il faudra confirmer cette embellie face à Nantes dimanche. Nous en parlerons avec nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Imbercé, salut mon Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et le petit jeune de la bande, Vivien Seller, est avec nous. Salut Vivien. Salut Mika, salut à tous. Au sommaire de l'invité, pardon, pas le sommaire, l'invité d'abord, excuse-moi. Notre invité cette semaine a porté le maillot rouge et noir au tout début de sa carrière avant d'y revenir pour désormais y entraîner les U16. Joanne Odel est dans Gym Tonic. Salut Joanne. Salut, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Entre deux entraînements avec les jeunes, hein, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Bon, je transpire encore. Allez. Cette fois, c'est la bonne. Le sommaire de cette émission, un focus sur Mohamed Ali Chaud, détonateur de la victoire des Rouges et Noirs à Lens. Faut-il prolonger Dante? Ça sera notre débat dans le pour-contre. Il s'annonce plutôt chaud. Nous ferons aussi un bilan des Aiglons en sélection avant d'aborder cette première rencontre de la dernière ligne droite de ce championnat. Je veux bien sûr parler du match contre Nantes. Et en fin d'émission, le souviens-toi de Vivien qui nous parlera cette semaine d'un Nice-Nantes d'octobre 2015, arrêté par un déluge et qui avait dû être rejoué. Mais pour débuter ce Gymto, retour rapide sur cette victoire que l'on n'attendait plus, ce succès 3-1 à Lens qui fait un bien fou, mon cher William, à cette équipe de l'OGC Nice. Un bien fou, ouais, complètement. On le sentait pas venir, franchement. Parce que la période était tellement compliquée, la Coupe de France au Parc, c'était pas passé comme on l'espérait. Mais finalement, dans ce match-là, ils ont trouvé du contenu positif, notamment dans leur bonne période au Parc. Et du coup, c'est là-dessus qu'ils ont axé pendant 2 jours en Belgique, pendant le stage. Ils se sont retrouvés ensemble. Et au final, ils ont fait l'entame qu'il fallait à Lens. Mohamed Ali Chaud, au choix de Farioli, récompensé rapidement avec cette récupération haute, ce but. L'OGC Nice a été efficace, 3 tirs cadrés, 3 buts. Je pense qu'on n'avait jamais vu ça depuis le début de saison. Et puis dans l'état d'esprit, on a retrouvé aussi de l'engagement, de l'agressivité, de la cohésion, de la solidarité. Et on a vraiment retrouvé un beau gym à Lens dans un choc. C'était vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Boga, le match à ne pas perdre. Et ils ont répondu présent. Et c'est dommage qu'il y ait eu la trêve juste après pour prolonger cette dynamique. Allez, tu m'as spoilé pas mal de choses qu'on va voir dans cette émission dans ta critique, mais c'est normal, on va voir déjà les stats et on va confirmer effectivement ce que tu nous as dit, puisque 3 tirs cadrés, 3 buts pour cette équipe de l'OGC Nice, largement dominée en termes d'occasion, en termes de possession, en termes de ballons touchés dans la surface de réparation, de corner, enfin dominée par les stats, mais au final, Joanne, je pense que tu as vu ce match, évidemment, comme tout le monde, comme nous tous. Le gym a su se rendre aussi, à un moment donné, ce match plutôt facile, même si les Lensois étaient revenus à un moment donné dans la rencontre. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je pense que le stage leur a fait énormément de bien. Moi, j'ai vu une équipe de l'OGC Nice avec un état d'esprit conquérant. Vraiment une équipe qui avait envie, qui avait à cœur de pousser l'adversaire à l'erreur. Ça m'a rappelé un petit peu le match face au PSG, au Parc, en championnat. Où on a forcé cette équipe à faire des erreurs, à commettre des erreurs, à l'image la récupération haute de Mohamed Ali Chaud, l'erreur de Brice Samba, et ça on l'a provoqué. Alors on est bon en possession, on fait des choses intéressantes en possession, mais alors en transition, qu'est-ce qu'on est bon? Et moi, j'ai adoré voir ce visage-là. Ouais, de là à dire, ma chère Léandra, que l'OGC Nice a un peu gagné ce match comme il le faisait en début de saison, quand tout allait bien, quoi. Ultra réaliste et avec, comme l'a dit Joanne, des transitions aussi très efficaces. C'est ça, on voit que c'est quand même beaucoup plus facile de marquer des buts quand on récupère le ballon à 25 ou 20 mètres que quand on repart de derrière et qu'on doit tout reconstruire. Et là, on voit que Mohamed Ali Chaud, par exemple, a joué en une passe, en une touche, des ballons très intéressants. Et c'est ça, en fait, c'est dans la vitesse. Et je trouve que c'est un style de jeu qui va beaucoup mieux, par exemple, à Terem Moffi aussi, en fait, au profil, qu'avec Efren Turam qui s'est projeté et qui était là pour
pour marquer aussi son premier but de la saison. Donc oui, pour moi, ils se sont vraiment appuyés sur les forces du début de saison. Est-ce que c'est aussi, Vivien, la victoire de Francesco Farioli, cette victoire à Lens? Parce que certes, il y a eu quelques erreurs lensoises, mais comme l'a dit Landra, voilà, le jeu était un petit peu différent que lors des dernières sorties. Bon, en tout cas, pour ce match-là, il avait la bonne compo, parce que jusque-là, il tâtonnait un petit peu et c'était un peu compliqué. Effectivement, Mohamed Ali Chaud a été décisif, il a fait les choix qu'il fallait. Et je rejoins Will sur le côté vraiment tueur. On a vu des joueurs instinctifs, ce qu'on voyait rarement. Thuram, Mofi, voilà, du jeu en une touche et décisif. Alors, Lens a fait des erreurs qu'il faisait peut-être pas. Je pense que Medina n'en fera pas beaucoup des erreurs comme ça dans la saison, mais c'est aussi parce que le gym pressait et a su être voilà, très, très réaliste. Et autant il y a eu beaucoup de force du début de saison, comme disait Leandra, autant ce côté instinctif, j'ai pas eu l'impression de le voir souvent et c'était peut-être une nouveauté. Alors on a demandé à Jérémy Boga, qui était en conférence de presse aujourd'hui, de revenir un petit peu sur comment l'OGC Nice a construit cette victoire à Lens. Écoutez l'ailier niçois devant la caméra de Philippe Berti. Mais je pense que c'est l'état d'esprit de l'équipe. Je pense que malgré notre moment de difficulté, on n'a pas baissé les bras, on a continué à s'entraîner dur, on a continué à rester soudés. Et je pense que même le stage en Belgique nous a fait du bien. Même si c'était déjà prévu, ça ne concernait pas les défaites. Et voilà, ça nous a soudés, ça nous a motivés. Et je pense que voilà, c'est ça qui a fait la différence et qui a permis qu'on réussisse à retourner la situation. Voilà, donc ce stage en Belgique qui a eu lieu, Will, entre donc la défaite au Parc des Princes, élimination en Coupe de France et ce match à Lens. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique? Raconte-nous un petit peu au final. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés pendant 2 jours ensemble, et quand on est 2 jours ensemble, eh ben, on n'est pas que sur le terrain. Il y a des moments d'échange, il y a des moments de partage, il y a des moments de sourire, de rigolade. Ça a un peu plus soudé ce groupe qu'il est déjà. En fait, on l'a vu sur ce début de saison, s'il était aussi réussi, c'est parce qu'il y avait vraiment un collectif soudé. Il ne s'est pas désuni dans la crise, dans les moments difficiles. Ça marchait moins. Il y avait aussi cet arbitrage qui était défavorable. Il y avait plein de paramètres qui étaient défavorables. Mais ils ne se sont pas désunis, c'est leur mérite. Et j'avais oublié le point très positif, c'est Kefren Thuram. Oui, qui, j'allais en parler. Ça faisait un petit moment que je trouve, dans ces matchs, il ne faisait pas des bonnes prestations, mais il y avait des bonnes choses, par-ci, par-là, dans ses prestations. Et je trouve que ce but et cette efficacité qu'il a retrouvée dans la cage, ça peut lui faire un bien fou. On peut peut-être voir un Kefren qui retrouve de la confiance devant le but et qui soit décisif pour ses derniers matchs. Alors, on parlera de la semaine internationale de Kefren Thuram avec l'équipe de France olympique. Mais c'est vrai que, Johan, un joueur comme celui-là, il a besoin peut-être d'un déclic à un moment donné dans la saison. On l'a attendu longtemps, ce déclic. On peut presque regretter là qu'il soit suspendu contre Nantes. Ouais, c'est exactement ça. En plus, on sait de quoi il est capable. Moi, Kefren, c'est un joueur que j'adore parce que il a tout du milieu de terrain moderne. Voilà, il sait marquer, il se projette, il élimine par la passe, il élimine par le dribble. Donc c'est un joueur assez complet. Voilà, peut-être qu'il a accusé un peu le coup parce que c'est vrai qu'il y a l'enchaînement des matchs. Il a fait une grosse saison la saison dernière. Peut-être qu'il y a un peu de fatigue. Mais c'est vrai que là, on a retrouvé le Kefren Thuram qu'on aime. Et c'est vrai que c'est très dommage qu'il ne soit pas là ce week-end. Ouais, contre Nantes, il sera suspendu. On vous parlera de beaucoup d'absences au milieu de terrain tout à l'heure, le milieu de terrain de l'OGC Nice décimé. Léandra, à propos de Thuram Mofi quand même, parce que double buteur dans cette rencontre, mis sur le banc face au Paris Saint-Germain, puni par Francesco Farioli, il a répondu de la plus belle des manières. C'est ça, c'était la marque des compétiteurs. Je pense qu'il devait une revanche aux supporters, il se devait une revanche à lui-même, et puis il a répondu présent. Bon, le premier but, ça n'a pas été le plus difficile à mettre de sa carrière, mais... Il n'a pas trop célébré d'ailleurs. Hein. Non, comme... Il était très sobre. Ouais. Mais il ne célèbre pas quand c'est un peu facile pour lui. Mais non, c'était important qu'il réponde présent. Sur le penalty aussi, voilà, il le marque, donc vraiment, c'est ce qu'on attendait de lui, et voilà, c'est ce qu'on attend de lui, et sur la fin de saison aussi, parce qu'il va être hyper important. Je te vois faire la moue, Will. Ouais, il marque 2 buts. Un, c'est cadeau. Deuxième, penalty. Faut le mettre. Hein. Faut les mettre, il n'y a pas de problème. Mais dans le jeu, c'est encore insuffisant. Je suis encore vraiment sur ma fin avec Thuram Mofi dans le jeu. C'est dans les remises, ça a été encore compliqué. Je trouve que... Il joue axial, hein.
Et quand je trouve que Guessant joue axial, on voit beaucoup plus de clarté dans les remises, dans le jeu de haut but. Il y a plus de variété dans le jeu de Guessant. Il est capable de prendre la profondeur, il est capable de jouer en remise, il est capable de jouer en pivot. C'est ce qui me manque encore chez Mofi. L'investissement, l'envie, il n'y a pas de problème. Mais techniquement, ça reste encore très laborieux. Mais au final, il en est à 9 buts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a un marque but de but. S'il marque 2 buts par match comme ça... Il est à 49 en Ligue 1. Il a un but du 50e. De la saison, oui, au niveau du nombre de buts, mais ce qui est étonnant, je ne sais pas si Will s'en souvient, de mémoire, son premier match, il est fait au Vélodrome sur un Marseille-Nice, et en première mi-temps, il avait Gigot sur le dos, j'allais dire, et il avait joué en point d'ancrage, comme ça, on avait été impressionné de mémoire par la capacité à garder le ballon, à bouger le défenseur, etc. Et derrière, c'est quelque chose qu'on a rarement vu chez lui, donc est-ce que c'était le match de sa vie, en tout cas, dans ce profil de jeu en pivot, mais depuis, il a un peu plus de mal à jouer comme ça. Un axe de progression peut-être pour Terem Mofi dans le jeu de haut but. On en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission. Le détonateur Mohamed Ali Chaud, c'est le focus de cette semaine. On l'a dit à l'origine du premier but niçois, avec cette récupération de balle haute pour Mohamed Ali Chaud. On sent qu'enfin, ça y est, il peut s'exprimer pleinement, le joueur qui est arrivé à la trêve. Hein. Moi, j'avais déjà beaucoup aimé sa première titularisation à Lyon. Ou dans la très bonne entame du gym à Lyon. D'ailleurs, ce match, c'est vraiment symptomatique d'une période difficile, puisque Lyon avait frappé une fois, avait marqué, et Nice avait perdu, alors que... À cause d'arbitrage aussi. Beaucoup de fautes d'arbitrage, mais dans les 20 premières minutes, Nice s'était créé beaucoup d'occasions, et Mohamed Ali Chaud en était pour beaucoup l'instigateur principal sur son côté droit. Et voilà, c'est ses qualités, c'est la percussion. Des fois, il avait tendance un peu à jouer tête baissée, à pas assez jouer avec les copains. Et c'est ce que je trouve qu'on a par contre vu à Lens. Il a trouvé ce collectif, ces bonnes passes dans le bon timing. Parce que même sur la deuxième récupération, c'est magnifique ce qu'il fait dans le timing pour Thuram. Elle est vraiment donnée dans le bon tempo, dans le bon espace. Il fait 2 fois... Et Mofi montre à quel point c'est pas toujours évident de donner le bon ballon dans le bon timing, parce que même s'il est hors jeu, il y a la deuxième occasion qui ressemble à l'ouverture du score, mais Mofi fait pas une aussi bonne passe à Ali Chaud que Ali Chaud lui avait faite sur le premier but. Donc comme quoi, c'était pas si simple, et je trouve que Ali Chaud nous a montré tout ce qu'il était capable d'apporter. C'est un profil différent dans le couloir droit. Guessant a déjà joué aussi à droite, mais je pense qu'il est moins dans la percussion. Laborde aussi, c'est autre chose. Et je pense que voilà, si on avait ce pendant Boga à gauche, Chaud à droite, qui est aussi intéressant, ça pourrait déstabiliser pas mal de défenses adverses. Effectivement, Joanne, le danger doit venir maintenant des deux côtés. Avant, on avait plus tendance à jouer côté gauche avec Boga, mais avec la bonne forme et la prise de confiance de Mohamed Ali Chaud, voilà, les équipes adverses vont se dire « Attention, c'est les deux côtés cette fois ». Alors moi, je pense qu'il faut pas oublier Gaëtan Laborde. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, on est assez complet à ces postes-là. Moi, devant, que ce soit Guessant, Mofi, voilà, c'est des joueurs qui pèsent sur des défenses, et ils sont tous capables de marquer. Et c'est ça, je pense, aujourd'hui, qui fait notre force. Pardon. Moi, aujourd'hui, Chaud, c'est un joueur, bon, il a un peu de Joan Odell, bien sûr, parce que c'est un joueur non, mais il a beaucoup de vitesse. Et Chaud, aujourd'hui, il faut faire attention, parce que quand on parle de ce joueur, forcément qu'il y aura des hauts et des bas. C'est un jeune joueur. Il ne faut pas oublier qu'il a 30 matchs de haut niveau. Il vient d'arriver. C'est quelqu'un qui va nous amener toute sa fraîcheur, toute sa vivacité, toute sa vitesse, tous ses dribbles. Boga aussi le fait. Chaud est plus jeune. Moi, je pense que voilà, c'est un joueur d'avenir. Donc c'est un joueur qu'il faut accompagner. Il faut rester tranquille. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais en tout cas, c'est sûr que là, on tient un très bon joueur et il va nous apporter beaucoup. Mais j'insiste sur le fait que voilà, on a d'autres attaquants aussi qui sont très intéressants et il faut enterrer personne. Le coach aura besoin de tout le monde. Ouais, besoin de tout le monde dans cette fin de saison avec Gaëtan Laborde, hein, qui est aussi effectivement rentré et qui peut apporter beaucoup également, parce que lui aussi, il a besoin de retrouver un peu la confiance, Gaëtan Laborde. On va retrouver les statistiques de Mohamed Ali Chaud depuis son arrivée du côté de l'OGC Nice. Alors évidemment, avec moins de temps de jeu qu'espéré, 12 matchs quand même de jouer, un but inscrit, 2 passes D, donc, et cette faculté, peut-être, Léandra, à apporter aussi de la fraîcheur dans cette équipe de l'OGC Nice. Dans une fin de saison, c'est toujours important.
Oui, de la fraîcheur. Je pense qu'il avait besoin lui aussi de monter en puissance physiquement parce que ses qualités nécessitent qu'il soit à 100% dans tout ce qui est prise de vitesse, vivacité. Et puis je trouve qu'il apporte aussi quelque chose de spontané. On l'a vu, la première passe décisive du droit, la deuxième du gauche, en première intention, dans le bon timing. Donc oui, je pense qu'il est jeune. C'est quelqu'un qui aime le foot, qui aime le jeu, qui aime s'amuser. Et je pense que c'est important aussi dans ce jeu de Francesco Farioli qui a parfois été un peu stéréotypé, d'avoir ces joueurs qui peuvent nous surprendre et qui peuvent surtout déstabiliser l'adversaire d'un geste, d'un dribble. Ça peut être le facteur X Vivien, de l'OGC Nice dans cette fin de saison, Mohamed Ali Chaud. Ouais, j'en vois deux avec Boga sur les côtés, parce que Laborde a moins ce profil-là de joueurs dans l'élimination, etc. Avec leur vivacité, ce que Boga avait su faire contre Lens, je crois, au match aller, ils ont vraiment ce profil-là. Je pense que ça peut être le vrai plus, et comme le dit Johan, il y a quand même du choix, que ce soit en termes de profil et en termes de profil tout simplement, avec Mofi, Guessant et Laborde. Par rapport à, je pense que Laborde, du coup, pour moi, pour le moment, a peut-être un peu plus une longueur de retard. Peut-être pas dans l'esprit de Farioli qu'il apprécie, mais sur les derniers matchs, je vois moins où l'utiliser à l'instant T. Moi, j'ai une question pour Johan aussi, parce que justement, là, on a des attaquants qui marchent fort, mais je trouve que Francesco Farioli, il a beaucoup changé. On n'a jamais eu les trois mêmes qui ont enchaîné les matchs. Est-ce que là, pour le coup, c'est important aussi de leur donner confiance à ces joueurs en les faisant enchaîner? Moi, je trouve que la rotation est bonne. La concurrence est saine. Je vois pas aucun joueur qui se plaint. La concurrence est saine. Je trouve que la manière dont il les utilise, je trouve que c'est bien fait parce que il s'adapte. Là, il a senti que c'était le moment de lancer chaud. Peut-être que c'était plus un match pour lui. Il savait que Lens allait avoir la possession. Ça allait plus être un match où il fallait être bon dans la transition, et je trouve que le choix de Shaw est le bon, parce qu'il a cette capacité à se projeter vite à la récup. Mofi aussi, ce qui est, je trouve, moins le cas de Guessant. Guessant, c'est plus un joueur qu'on aime trouver dans les pieds que dans la profondeur. Donc je pense que le coach sait pourquoi il fait ça, et pour moi c'est bien fait, parce que ça marche. Bon, on va l'écouter justement, Francesco Farioli, à propos des performances de Mohamed Ali Chaud depuis son arrivée à l'OGC Nice. Je pense que les qualités de Mohamed Ali Chaud et ses caractéristiques sont claires et évidentes. Il est brillant sur le plan physique. Quand il peut attaquer des espaces en profondeur, il est dur à arrêter. Il est très bon dans les 1 contre 1. Il a une très bonne frappe en dehors de la surface. Lui aussi a eu une expérience un peu particulière. Il a quitté la France très jeune. Il a été dans un club de très haut niveau comme la Real Sociedad. Là aussi, il a connu des hauts et des bas dans ce club. Un joueur de son talent doit trouver de la régularité, et pour ça, il faut du temps, il faut une condition physique et mentale particulière. Il est arrivé ici lors de la période la plus dure de notre saison, donc l'intégrer dans ce moment-là n'était pas simple. Il avait de grosses responsabilités, les ballons pèsent plus lourd en ce moment que c'était le cas en octobre ou en septembre. Maintenant, je suis heureux de ce qu'il fait. Il est en train de gagner la confiance de tous. J'espère qu'il va rester régulier parce qu'il peut vraiment apporter beaucoup. Et sa prestation à Lens, effectivement, était une pierre de plus à son édifice. Johan, le coach disait il faut de la continuité. Ça veut dire que il faut lui redonner sa chance encore et encore, le titulariser maintenant, par exemple, contre Nantes? C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être patient, et mais c'est sûr que s'il enchaîne les bonnes performances, il ne faut pas s'en priver, et il faut le mettre, dès ce week-end, bien sûr. Dès ce week-end contre Nantes, même si évidemment c'est pas le même jeu, pas le même adversaire, pas le même style de jeu entre Lens et Nantes. On reparlera tout à l'heure de Mohamed Ali Chaud dans le bilan des internationaux, parce qu'il était, lui, avec les U20 de l'équipe de France. Mais pour l'heure, c'est l'heure du pour-contre. Allez, c'est parti, le débat. Et oui, on ose poser la question, faut-il prolonger Dante? Ça a eu lieu, il y a eu un gros débat cette semaine au sein de la rédaction de Gym Tonic pour savoir si est-ce qu'on poserait cette question ou pas. Et on s'est dit que, en consultant les uns et les autres, que pourquoi pas, on pouvait poser cette question aujourd'hui, parce que certes, Dante, on va préciser tout de suite qu'il a fait un excellent match face à Lens, mais sur les dernières sorties, il était un petit peu plus en difficulté, et il faut dire que les négociations n'ont toujours pas commencé. En tous les cas, on ne sait pas si les négociations ont commencé, mais la prolongation n'a pas été signée pour le moment. Donc, on se pose la question, et on va commencer par celui qui dit non.
C'est Vivien. Je suis peut-être la seule personne de Nice à dire non à l'heure actuelle. Non, mais c'est pas un nom, catégorique, mais c'est un oui mais en fait. C'est un oui mais voilà. On va dire. Au club depuis 2016, près de 300 matchs, juste pour recontextualiser, mais bon, tout le monde le sait, c'est une légende du gym. Il a un apport indéniable depuis qu'il est là, une vraie régularité. Je dirais pour deux raisons qu'il faut pas forcément le prolonger, c'est que donc Todibo a priori risque de partir et il l'aide quand même particulièrement bien avec sa vitesse, il comble un peu les carences et les points faibles de Dante avec l'âge. Ce qui s'entend, et je pense que ce sera très difficile de trouver un joueur aussi complémentaire à Dante que Todibo. Et la deuxième chose, c'est avec tout ce qu'il a fait au gym, ce serait dommage de, entre guillemets, ternir un petit peu son image avec des performances moins bonnes à la fin de son épisode niçois. Ça n'effacerait pas tout, évidemment. Autant qu'il parte en étant le Dante solide et rassurant. C'est jamais facile de réussir sa sortie pour des grands sportifs comme ça. C'est peut-être le bon moment pour lui, même si ce sera pas facile à prendre comme décision. Will. Pourquoi c'était chaud cette semaine ? Parce que pour moi, il n'y a pas de débat en fait. Il n'existe pas ce débat. C'est une hérésie de penser est-ce qu'il faut prolonger Dante ? Évidemment qu'il faut prolonger Dante. Ne serait-ce que par respect pour le personnage qu'il est, pour le joueur qu'il est. À 40 ans, les prestations qu'il fait encore, c'est incroyable. On en a parlé tout à l'heure avec Johan en off encore. Et je ne vois pas d'autres joueurs de 40 ans qui aient été à ce niveau aussi impressionnant. Il a eu des moments difficiles. C'est normal, comme tous les autres dans l'effectif. Et l'année prochaine, même si c'est pas Dante le titulaire, capitaine, taulier, mais il faut quand même un Dante dans le vestiaire. Il faut un Dante qui soit là pour encadrer, même s'il jouera un peu moins. Le personnage est indispensable dans le vestiaire. D'autant qu'on risque de perdre Todibo, comme le dit Vivien. Mais au contraire, c'est pas penser à l'association, c'est à penser que tu perds Todibo et tu perds Dante aussi. T'es deux centraux, donc il y a toute une défense à reconstruire. Moi, je pense qu'il faudra reconstruire la défense, mais avec Dante pour l'encadrer, pour mener, pour être à l'intérieur du vestiaire. Papa, il ne faut pas qu'il s'en aille. Bon, ça c'était les réponses de Will et de Vivien. Je vais me tourner vers toi, Johan, évidemment, en précisant qu'on parle sportivement, parce que l'homme, évidemment, on l'adore et on souhaite qu'il fasse une carrière aussi longue que possible du côté de l'OGC Nice. Mais moi, il y a un argument que je vais peut-être retenir chez Vivien, et il y en a d'autres chez Will, c'est partir en pleine gloire. Ça, c'est peut-être un sportif se pose cette question à un moment donné. Ouais, mais partir en pleine gloire, mais pour moi, il est toujours aussi performant qu'à ses débuts. Moi, je ne le vois pas en difficulté. Et là, ce n'est pas l'ami qui parle. Moi, je regarde tous les matchs de l'OGC Nice et moi, je vois un très bon joueur. Moi, l'âge, pour moi, je vais reprendre une fameuse phrase. Moi, tu ne parles pas d'âge. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, pour moi, tant qu'il est performant, il faut qu'il joue. Tu lui aurais fait mal à Dante, toi, avec ton style de jeu ? Il m'aurait fait mal parce quand il tacle, il fait mal. On a joué l'un contre l'autre souvent et déjà même à l'entraînement à Lille, il me faisait très mal. Ah oui, les gens sont mal exact. Ah oui, ça fait longtemps que tu côtoies Dante. C'est un très bon ami, ouais. Léandra, vers qui tu vas donner ce point ? Je me doute déjà un petit peu, mais bon. Et oui, je vais donner le point à William parce que pour moi, Dante, en fait, oui, il a eu un petit coup de moins bien, mais on l'a dit, Todibo, il a un petit coup de moins bien. Khéphren Thuram, il a un petit coup de moins bien. Et en fait, on se pose pas la question parce qu'ils sont quoi, 25, 26, 27 ans. Voilà, là, je pense que, comme l'a dit Johan, il faut pas parler d'âge. Tant que Dante, il est exemplaire, tant qu'il réussit à être présent dans des matchs importants, comme à Lens, par exemple, parce que c'était quand même un match contre un concurrent direct. Pour moi, la question, elle se pose même pas. Et en plus de ça, son implication dans le vestiaire et tout ce qu'il représente, pour moi, la question ne se pose pas pour le moment. Juste une question, pourquoi aujourd'hui l'annonce de sa prolongation, ou en tous les cas les négociations n'ont pas commencé entre Dante et le club ? La dernière fois que j'en ai parlé avec Florent Ghisolfi, c'est que Florent Ghisolfi, sur d'autres sous-joueurs, notamment Marcin Bulka, m'a dit, moi en cours de saison, je réfléchis jamais aux prolongations. Parce que c'est les prolongations, tu réfléchis quand tu sais à quelle place tu finis, quels seront les objectifs de la saison prochaine, qu'est-ce que tu joueras la saison prochaine. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, qu'il faut prendre à tête reposée. Et je pense que non seulement Ghisolfi n'a pas envie, lui, d'y penser maintenant, et il n'a pas envie non plus que le joueur se pollue l'esprit avec ces négociations. Ouais, mais Dante, on parle d'un ultra professionnel. Là, c'est pas un jeune joueur. Et Dante, c'est vraiment un personnage où il sait faire la part des choses. Il a une hygiène de vie qui le montre. En fait, Dante, c'est quelqu'un qui aime bien vivre, qui aime bien manger, qui aime bien boire. Mais il se blesse jamais. C'est pas un secret. Parce qu'il toutes les choses, mais moi je joue plus. Il fait pas de sport. Et heureusement que je joue plus. Mais il a un cadre de vie qui est réglé comme une horloge, c'est parfait. Donc il saura, même à 40 ans, même à 45, en fait c'est le premier qui sait s'écouter. Et je me rappelle juste, le dernier détail, c'est sa rupture des croisés.
Je pense que Dante était le seul à dire « je reviendrai ». Et plus fort. Et plus fort, quand tout le monde pensait que le port à son âge c'était terminé. Et bien il nous a tous fait mentir. Et donc ça prouve que quelque part c'est vraiment un personnage à part. On ne peut pas considérer Dante comme tous les autres joueurs de football. Un personnage à part de l'OGC Nice. Et on souhaite bien évidemment que cette prolongation soit enfin écrite. L'année dernière, c'était intervenu le 5 mai. Le mois de mai, l'annonce avait été faite par l'OGC Nice que Dante avait prolongé. Et on savait déjà que l'OGC Nice ne pourrait pas être en Europe le 5 mai. Oui, Voilà. parce que là, ça change la donne. Tu peux être tout en haut comme Ça derrière change, l'Europe. ce qui change pas mal de choses. Bon. Mais moi je mets la pièce, hein, j'ai pas peur. Hein. Dante, Oui, sera non, là, mais ouais. Dante sera là l'année prochaine. Non, mais on n'a pas peur non plus. Il va falloir bien trouver aussi une question cette semaine, messieurs, dames. On va passer aux Abjim. C'est parti, c'est les coulisses de l'OGC Nice par les caméras d'OGC Nice TV. Et ben voilà, on est en direct de Valberg, donc à la rencontre des supporters à la montagne. Ah, c'est super, vous vous rendez compte, le camp de l'OGC Nice en pleine montagne, au milieu de la neige, les enfants sont heureux, ils quittent leur ski, ils viennent côtoyer les anciens, c'était une grande fête pour eux, quoi. Roger a joué avec mon grand-père, José Dougal-Montagnoli, qui jouait à l'OGC Nice. Et du coup, c'est content de voir Roger et de parler de mon grand-père avec lui. Pour Delphine, Merci. une vraie supportrice qui habite ici, Valberg. Ouais. Et tous les matchs, sans aucune exception, toute compétition confondue. Et moi je dis toujours que supporter c'est comme un mariage, c'est pour le pire et pour le meilleur. L'OGC Nice, c'est la meilleure équipe. Nissa. Nissa. Immense plaisir parce que déjà notre épopée de Coupe de France c'est un souvenir indélébile. Moi c'est la deuxième fois que je reviens ici sur ce stade et l'occasion de revenir ça permet aussi de revoir des visages que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Donc moi j'ai de la famille sur Nice. Ces dernières années j'ai pas trop eu l'occasion de venir sur Nice mais de voir un outil pareil, moi qui ai connu le stade du Ré, l'ancien centre de formation. Bon voilà, ça fait plaisir de revenir dans un club qui a évolué de cette manière-là et de voir que voilà, le club se porte bien. Alléluia, un mot pour nos supporters. Issa Nissa! Voilà donc pour ce Zabjim que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias de l'OGC Nice. On va s'intéresser un petit peu plus à toi, Johan, à ce que tu fais, à ce que tu as fait dans ta carrière. C'est le tac au tac. Formé au gym, Johan, avant d'avoir joué un petit peu à la Trinité auparavant, c'est ça? C'est ça, c'est exactement arrivé de la Trinité quand tu es arrivé à l'OGC Nice. Tu es né à Nice, donc c'est un rêve pour toi de gamin de porter les couleurs de l'OGC Nice. Alors, moi j'ai le cœur rouge et noir, malgré que je crois que j'ai fait qu'un match de coupe avec l'OGC Nice. Contre avec 3. Exactement. Ouais. Tu as remplacé Patrice Evra, si je dis pas de bêtises. C'est ça, le 3 de Jérôme Roten à l'époque. Ouais. Et c'est vrai que quand je suis parti, voilà, ça m'a fait énormément souffrir. Mais ça, il y a ma famille. Parti en 2004. C'est ça qui le sait, parce que moi j'ai toujours voulu jouer devant mes amis, jouer devant ma famille, et malheureusement ça c'était possible que quand je jouais contre l'OGC Nice. Comment ça se fait que tu es parti de l'OGC Nice? Parce que tu n'as même pas signé ton premier contrat pro ici, tu l'as signé à Lille. C'est exactement ça, ouais. À Guerre-Notre-Or, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé du tout. Et donc du coup voilà, il m'a annoncé qu'on me prolongerait pas. Et puis j'avais fait quand même des grosses performances avec l'équipe réserve, et Lille était venu me voir 6 fois, et donc du coup on m'a proposé un contrat pro là-haut, et j'ai de suite dit oui. Ouais. Ça montre que certains jeunes aujourd'hui à l'OGC Nice ont plus de chance que Johan. Aujourd'hui, l'OGC Nice est un club qui fait confiance aux jeunes, ce qui n'était pas le cas à l'époque où on était plus centré sur l'exigence des résultats, le besoin de résultats absolus, et on ne pouvait pas se permettre de vouloir lancer des jeunes. On n'arrivait pas à leur donner la confiance qu'ils méritaient. Et c'est tant mieux, je trouve, aujourd'hui que voilà, c'est ça. Johan, il le dit, cœur rouge et noir. Moi, je préfère voir des joueurs qui ont le cœur rouge et noir
sur le terrain avant de penser à ses qualités. Et le fait d'avoir des joueurs formés au club, c'est une identité encore plus forte pour une équipe, c'est très important. Et surtout que maintenant on fait signer des premiers contrats pro à 16 ou 17 ans parfois à des joueurs. Toi tu l'as signé à 20 ans hein, quasiment. Ouais, je l'ai signé à 20 ans, c'est ça. C'est Claude Puel qui me reçoit dans son bureau et qui me dit voilà, on te propose 1+3, à toi de faire tes preuves. Et puis la première saison, je joue 15 matchs en Ligue 1, 6 matchs en Europa League. Donc voilà, pour un début, c'était le début rêvé. Et voilà, et puis après, j'ai eu la carrière que j'ai eue et j'en suis fier, mais je garde quand même un goût d'inachevé parce que j'aurais voulu jouer plus au gym. C'est un entraîneur qui a compté pour toi, évidemment, Claude Puel, dans ta carrière? Ah oui, Claude Puel, là je l'ai croisé il y a pas longtemps à l'aéroport, je l'ai encore remercié. Et pourtant je joue plus. Oui, parce qu'il t'a fait confiance à Lille, parce que voilà. Ouais. C'est ça. Il est venu te chercher. Alors il y a cette saison fantastique que tu fais à Lorient, parce que tu es prêté par Lille à Lorient en 2005-2006, 35 matchs, 10 buts. Ça, là, tu t'es éclaté à Lorient. Je me suis éclaté. En plus, j'ai fait énormément de passes décisives. Et oui, on est monté en Ligue 1. Depuis, le club est encore en Ligue 1. Donc voilà, je fais partie de ceux qui ont monté le club en Ligue 1. Et c'est vrai qu'on a vécu des belles années. On avait une belle équipe avec les Karim Ziani, les Kamel Larbi. Voilà, on avait une très belle équipe. Et Gourcuff en coach. Voilà, donc pour moi, c'était le top d'avoir un coach comme ça. Non, il m'a donné beaucoup de confiance. Et ouais, c'est les belles années. Ouais. De belles saisons aussi à Valenciennes. Bon, Stuttgart, ça s'est un peu moins bien passé, on va dire, ta première expérience à l'étranger. Et puis Nantes, quand même, parce que tu es là aussi parce que tu as joué à Nantes, évidemment. Quel souvenir tu gardes de ce passage à Nantes ? Alors un très bon souvenir, franchement une bande de copains. Je me souviens que quand j'arrive là-bas, Stuttgart, j'ai eu une grosse blessure, donc j'ai pas joué pendant 2 ans. Mon agent il m'appelle, il me dit voilà écoute, il y a Nantes qui veut te relancer, voilà, baisse de salaire, tout ça, donc ça m'a fait peur au départ. Et puis après j'ai dit oui parce qu'il faut bien que je reprenne un jour. Et j'arrive là-bas et Vincent Bessa qui est surpris et qui me dit ouais qu'est-ce que tu viens faire là, voilà un joueur de ta qualité et tout. Et en fait c'était une bande de copains. Il y avait pas de stars, il y avait Fabrice Pancrate qui avait joué au PSG mais qui était sur la fin. Il n'y avait pas de star et une bande de copains. Et je me dis, ça va être chaud de se maintenir. Et au final, franchement, on a fait de belles choses en Ligue 1. Moi, pour ma part, la première saison, c'était un peu compliqué parce que il fallait que je me remette dans le bain. Et puis après, je signe là-bas définitivement. Ah, ils te font confiance, parce que tu signes d'abord pour 1 an et puis après, ils te refont 2 ans. C'est ça, alors que la première année, je fais que 10 matchs, quelque chose comme ça. Et 14 matchs. Ouais, voilà, 14 matchs. Ouais. Et derrière, Kita, il me dit voilà, on te prolonge parce qu'on sait les qualités que tu as, on sait ce que tu peux apporter au groupe. Un peu comme Dante, parce que j'étais le grand frère du vestiaire. Et puis derrière, franchement, ça c'est 2 saisons, 60 matchs sur les 2 saisons. Ouais, c'est ça, c'est bien passé. Ouais. Comment tu vois cette instabilité qui est aujourd'hui autour de Nantes? On en parlera tout à l'heure, mais avec encore un changement d'entraîneur aujourd'hui. À l'époque, le l'OGC Nice aussi était un petit peu instable dans les années 90, mais Nantes, aujourd'hui, on n'arrive pas à bien sentir cette équipe. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Les entraîneurs, souvent ont l'habitude de dire que c'est compliqué avec la direction. Moi, je veux pas rentrer là-dedans. Moi, j'ai passé des bonnes saisons et le président, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Après, peut-être qu'ils ont leurs raisons, mais c'est vrai que ça joue sur les résultats parce que tu peux pas construire quelque chose dans la durée quand tu changes tout le temps de coach. Il y a eu Conceição, il y a eu Gourcuff, il y en a eu beaucoup. Il y a eu plus de coachs que d'années. C'est ça. Donc c'est compliqué. Moi, j'ai connu ça à Stuttgart où la même saison, on change 3 fois de coach. Et c'est impossible pour construire. Une saison. C'est pas possible. Vas-y, viens. Non, j'allais dire, est-ce que tu as l'impression qu'aux yeux du public français ou des suiveurs de foot, tu es un peu plus identifié FC Nantes, du coup, par rapport au club que tu as fait dans ta carrière, ou tu ressens pas ça? Plutôt Valenciennes, parce que quand on me voit, on repense à mes années à Valenciennes, c'est vrai que c'est là où j'ai le plus, on va dire, performé. 23 buts, quand même, sous les couleurs de Valenciennes. Ouais, voilà, et puis ça me permet de signer à Stuttgart, voilà, même si après il y a la grosse blessure derrière, mais c'est vrai qu'on m'identifie plus à Valenciennes, alors que c'est plus ancien qu'à Nantes, plus récent. Ouais. Et devenir coach, ça a été un peu une évidence ou pas, du coup Ouais, j'ai toujours été le grand frère du vestiaire. Je prends à Nantes des petits comme Rongier, Verretou, voilà, c'était Thomasson, c'était mes petits.
Et voilà, je les avais toujours sous le bras. Et en fait, ouais, c'était une évidence. Moi, je savais ce que je voulais faire après ma carrière. Et là, quand j'ai décidé de revenir ici à Nice, parce que ma vie est ici, ma famille est ici, voilà, de suite, j'ai tapé à la porte de l'école de foot, là où j'ai tous mes amis. Et puis on m'a ouvert la porte en grand. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Entraîneur donc des U16 aujourd'hui de cette équipe de l'OGC Nice. Comment ça se passe? Parce que là, ils sont jeunes évidemment, ils sont encore très loin du monde professionnel. Comment on s'adapte quand on a été soi-même professionnel pour entraîner ces gamins-là? Alors pour moi, c'est compliqué parce que souvent, on me dit, voilà, il faut que tu fasses part de ton expérience. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop parler de moi parce que ça fait le gars qui se la raconte. Et donc, du coup, c'est vrai que voilà, j'essaye de m'instruire, j'essaye d'apprendre des plus anciens, j'essaye d'apprendre des directeurs, j'essaye d'apprendre en me formant et de leur inculquer un petit peu les valeurs, parce qu'avant tout, on forme des hommes. C'est ça. Ils seront pas tous footballeurs professionnels. Et donc, déjà, voilà, former des hommes. Et puis après, c'est vrai que, voilà, nous, vu qu'on a joué, moi j'ai plus de 220 matchs en Ligue 1, ça me permet d'être plus dans le détail, plus dans les correctifs, et c'est vrai que ça aide bien évidemment. Moi j'ai une question simple. Le meilleur joueur avec qui tu as joué? Elle est compliquée celle-là, mais voilà, le premier qui me vient en tête, c'est Mathieu Bodmer, parce que Mathieu Bodmer, franchement, c'est qualité technique, mais extra. Ouais, à Lille, extraordinaire. Franchement, Mathieu Bodmer, c'était la classe. C'était la classe et voilà, beaucoup de soucis je me rappelle, lui et Puel, c'était chien et chat parce que Puel lui reprochait son hygiène de vie. Ouais. Et encore que c'est quelqu'un qui sortait pas. C'est juste qu'il avait tendance à prendre du poids, Mathieu. Mais c'était quelqu'un de sain. Il sortait jamais, il buvait que de l'eau. Mais il avait un corps qui avait tendance à grossir. Et donc, du coup, il y avait quelques contre-performances, mais c'était un top joueur quand il était à son poids de forme, mais il était tellement fort. Mais Claude Puel ne l'a pas voulu puisqu'il a refait venir à Nice après. Voilà. Donc au final... mais d'ailleurs, Mathieu Bonner, je pense, c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés des années 2000-2010. Ouais. Peut-être en Ligue 1. Mais... Clairement. À Nice, il avait tout joué. Ouais. Défenseur, milieu, 10. Quand il jouait 10, à un moment donné, on est Riquelme, on se régalait. Quoi. Là, il fait plutôt du bon boulot avec cette équipe du Havre en étant directeur sportif. Il est encore forci, par contre. Hygiène de vie. L'éducation, tu le disais, c'est très important quand on est entraîneur aujourd'hui de jeunes de moins de 16 ans. Ouais, c'est la base. Hein. C'est la base. Hein. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Voilà, je suis issu du quartier de l'Ariane. Voilà, j'ai grandi là-bas avec mes deux grands frères et c'était pas toujours évident. En plus, voilà, issu d'une famille modeste parce que c'était compliqué même de se nourrir. Fut un temps. donc je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, c'est important pour moi déjà de leur inculquer ces valeurs-là en priorité. Et puis après, derrière, bien évidemment, le football, parce qu'on est là pour ça. Et on est aussi là pour essayer de sortir le futur joueur de demain. Voilà, tu le disais, tu viens du quartier de l'Ariane. Il y a un travail à faire aujourd'hui de la part des clubs de haut niveau, des sportifs de haut niveau, pour aller dans ces quartiers-là, pour essayer de dire aux enfants, aux gamins, voilà, on peut s'en sortir, on peut y arriver, quoi. Oui, et puis à l'époque, c'est vrai que, moi je parle pour l'OGC Nice parce que j'ai connu que ça. C'est vrai qu'à l'époque, y avait pas mal de choses organisées dans les quartiers et c'est vrai que ça manque un peu. Je sais que le club y travaille et c'est vrai qu'il faut que nos joueurs, nos idoles, parce que moi c'était mes idoles, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. On a besoin de s'identifier à eux et voilà, le club, c'est nous. Hein, le club, c'est voilà, l'OGC Nice, c'est un club populaire et il appartient aux supporters. Et on doit aller au devant de ces gamins qui rêvent à chaque fois qu'ils voient le maillot rouge et noir. Il y avait l'exemple de Malansar, hein, aussi les Moulins, originaire des Moulins. Merci Johan, on va continuer avec toi évidemment et on va parler maintenant de cette trêve internationale des Aiglons, parce qu'il y en avait quelques-uns qui étaient dans des équipes nationales. On va voir tout de suite un tableau récapitulatif avec donc en premier lieu Jérémy Boga qui a joué contre le Bénin 90 minutes avec la Côte d'Ivoire, puis s'est retrouvé sur le banc face à l'Uruguay. Marcin Bulka sur le banc, mais une qualification pour l'Euro avec son équipe
de la Pologne. Ça, c'est la très bonne nouvelle pour lui. Et il sera dans le groupe de la France. Et il sera dans le groupe de la France, effectivement, l'adversaire des Bleus lors de cet Euro. Alors, Khéphren Thuram, on va s'attarder un petit peu plus. On va parler de Mohamed Ali Chaud, qui a joué avec les moins de 20 ans et qui a marqué un joli but contre l'Allemagne. Et Antoine Mendy, qui a connu lui aussi sa première sélection avec les U20 et qui a joué une dizaine de minutes. Mais Khéphren Thuram, vous avez dû regarder le match. Moi, j'ai regardé le match des espoirs, des Olympiques. Et encore une fois, et tu disais tout à l'heure, on est content de retrouver un bon Khéphren Thuram. Ça a été compliqué, ce match de Khéphren Thuram face à la Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a eu une heure compliquée. Après la dernière demi-heure, c'était plus facile pour lui. Pour être honnête, je n'ai pas vu le match. T'as pas vu le match. Moi, je vous dis que ça s'est passé comme ça. Par contre, j'ai vu le but de Shaw et il est magnifique. Magnifique. Ouais. Tu as vu le... J'ai vu d'un œil, je le regardais, mais on était sur autre chose un petit peu en même temps. Mais après, globalement, l'équipe de France a eu du mal. Donc, est-ce qu'il n'a pas aussi été pris peut-être dans Elle a eu du mal 1 heure jusqu'à l'entrée de Cherki. Et quand Cherki est entré en jeu, même ça a libéré un peu plus Khéphren Thuram. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que l'équipe de France, comme l'équipe de France Espoir, ils étaient tous très très fatigués. Et comme par hasard, les Espoirs, c'est Cherki qui régale, mais c'est Cherki qui joue pas en Ligue 1. Donc le joueur le plus frais. Donc je pense que cette trêve, elle était pas mal tronquée à cause de ça. Il y avait des joueurs vraiment fatigués par l'enchaînement des matchs et en plus avec dans la tête les échéances de fin de saison très importantes en club qui ont un peu plombé l'investissement. C'est des matchs amicaux. T'as pas trop envie de te faire mal sur ces matchs-là. Donc pour moi, c'est pour ça que je l'ai pas regardé, je te dis honnêtement. J'ai pas regardé ce match parce que pour moi, je savais que Khéphren allait le jouer. Moi, ce qui m'intéressait, c'était retrouver Khéphren sous les ordres de Thierry Henry, discuter. Thierry Henry qu'il avait lancé à Monaco. Je trouve que la période était intéressante pour ça, pour Khéphren. Mais d'ailleurs, il a récupéré le brassard de capitaine sur le deuxième match à son entrée, là, quand Manu Koné sort blessé. Ça, c'est intéressant. À 28 minutes de la fin. C'est un beau message, quoi. Au Stade Bonal, je crois. Et c'est l'un des 3 joueurs de plus de 21 ans qui a été appelé. C'est pour ça qu'il est revenu que maintenant. C'était pas des choix face au de ma part. C'était pas Henry qui ne voulait pas de lui sur les rassemblements précédents. Qui est en route. Et on peut l'espérer le voir au JO, même si aujourd'hui. Moi, je pense qu'il a une très grosse chance. Ouais, mais alors est-ce que l'OGC Nice va le libérer? C'est ce qu'on disait la dernière fois. Il y a quand même 2-3 clubs qui commencent à dire attention, si vous nous prenez trop de joueurs, comme Rennes par exemple. Voilà. Ouais, mais je pense que Nice n'est pas dans le cas de Rennes, parce que Rennes c'est quand même ils ont 4 joueurs, 3 ou 4, donc c'est pas le même cas. Khéphren c'est aussi pas le même cas. Khéphren c'est quelqu'un qui est arrivé au club, ça va faire 4 ans bientôt. Ça serait une récompense pour le gamin aussi de pouvoir jouer des Jeux Olympiques à domicile. Sous les ordres de Thierry Henry, comme Sous les ordres de Thierry Henry. Bon, ce sera sa dernière année de contrat à l'OGC Nice s'il prolonge pas. Donc il sera sur le départ, soyons clairs. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Ouais, moi, je peux penser aussi que Khéphren va partir libre. C'est inconcevable qu'il parte libre, Khéphren Thuram de l'OGC Nice. C'est une possibilité. Comme il est arrivé libre de Monaco, ça pourrait être une possibilité aussi. Ouais, n'oublions pas que millions, dans la famille Thuram, Marcus a fait exactement la même chose. Et il vient de changer d'agent, Khéphren Thuram. Il était temps. Parce que malheureusement, c'est plus le groupe de Mino Raiola, c'est plus Mino Raiola. Donc il était temps qu'il change d'agent. Puis en plus, Messa Ndiaye. D'accord, donc le meilleur agent français actuel. Ok. Voilà. Qui a également Florent Ghisolfi avec lui à ses côtés et Francesco Farioli. Tu veux un indiscret, je l'ai là. Alexis Claude Maurice, et ben voilà l'indiscret. Didier Digard aussi là maintenant. Didier Digard est passé sous les ordres, pas sous les ordres, mais sous la coupe de Messa Ndiaye. Et il prend de la place au sein du club, en tout cas Messa Ndiaye. Bon, c'est du football français, on peut aller. Ouais, c'est un agent très influent et brillant. On suivra ça, évidemment, avec une grande attention. On va passer à l'avant-match de cette rencontre entre Nice et Nantes. Ça sera donc dimanche après-midi à 15h du côté de l'Alliance Riviera. Le tableau du classement de cette Ligue 1, l'OGC Nice a quand même fait une bonne opération, une bonne idée en allant gagner à Lens, puisqu'il revient à égalité de points avec Lille, à 3 points de Monaco et à 4 points des Brestois, qui semblent s'essouffler un tout petit peu, les Brestois, même s'ils sont encore là, pour le moment. Et bien, ça a permis de ne pas se faire dépasser par Lens. Marseille jouera le Paris Saint-Germain ce week-end, donc on peut espérer qu'il reste derrière un petit moment encore. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est que, outre la victoire à Lens, ce qui était super positif dans ce week-end-là, c'est que tout le monde avait perdu des points.
Donc Nice avait récupéré au minimum 2 points sur tous ses rivaux, Ouais, voire sur Monaco 3. en particulier qui s'est fait rejoindre à la Mais fin. Brest qui s'est affronté de mémoire et fait nul, c'est pas ça? Oui, il y a eu que des Brest qui match nul, Monaco match nul, Rennes qui bat l'OM. Du coup, ça avait permis à Nice de prendre des points sur tout le monde. Donc un superbe week-end. Super week-end. Puisqu'on parle de calendrier, on va regarder le calendrier de l'OGC Nice d'ici la fin de cette saison. C'est 8 matchs qui restent à jouer, avec donc la réception de Nantes, le déplacement à Reims, la réception de Lorient, le déplacement à Marseille et à Strasbourg, 2 déplacements consécutifs. Attention, le déplacement contre Marseille a été décalé au mercredi 24 avril pour favoriser les Marseillais, disons-le, en Coupe d'Europe. Après, il s'en suivra un Nice-Paris Saint-Germain. Le Nice-Paris Saint-Germain pourrait être aussi décalé en fonction de la Coupe d'Europe des Parisiens également, s'ils se qualifiaient contre le Barça. Et donc après, Le Havre et le dernier match à Lille. Sur ces 8 dernières rencontres, il ne faut plus calculer. Là, seules les victoires seront belles, Johan. Oui, je pense aussi. Et je pense qu'il faut pas perdre de points déjà à domicile. Donc, je pense qu'il faut faire le plein à domicile. Ouais. Ça, de toute façon, si on... Même contre le Paris Saint-Germain. Oui, si on veut accrocher l'Europe. En plus, le Paris Saint-Germain va pas mal faire tourner, je pense. Même si on n'attend pas sur ça, parce que je pense qu'à domicile, même avec leur équipe type, il y a possibilité qu'on leur fasse mal. La preuve au match aller. Et non, voilà, si on veut être européen, il faut pas calculer. Et puis, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et à domicile, il faut tout prendre. Mais quand tu dis européen, c'est jouer une Coupe d'Europe ou être sur le podium pour essayer d'accrocher la Ligue des Champions? Parce que quand on voit que l'OGC Nice a longtemps été 2e de Ligue 1 et sur le podium, il y aurait peut-être presque une petite déception à jouer les autres Coupes d'Europe. Non, pas du tout. Après, c'est vrai que moi, je vais parler en tant que supporter. En tant que supporter, mon rêve ultime, ça serait de voir l'OGC Nice en Champions League, bien évidemment. Maintenant, si on arrive à se qualifier pour une Coupe d'Europe, peu importe laquelle, je prends. Même l'Europa League Conférence, Will? Je prends. Ouais, non, je prends. Franchement, je prends. D'ailleurs, tu fais des déplacements. Contre des clubs improbables. Franchement, j'avais adoré. Oui, la Moldavie, c'est sympa. J'ai visité, Moldavie, le fin fond de la République tchèque. Slovachko là. C'était génial, moi j'ai adoré. Et puis c'est une compétition, mine de rien, on a tous cru à un moment donné, quand il y avait quart de finale contre Bâle, qu'on pouvait aller au bout. Donc en Ligue des Champions, tu y croiras jamais. En Ligue Europa, tu y croiras pas non plus, quand tu vois que là, les donc toi, tu préfères un Nice Slovako qu'un Nice Real Madrid, par exemple? Non. Ah bon, ça m'a fait peur. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit je prends quand même la Ligue Europa Conférence. Et je trouve du plaisir quand même dans cette compétition. Bon, avant de parler de l'OGC Nice, on va parler de nos amis nantais, enfin nos amis entre guillemets, puisque c'est quand même, comme l'a écrit Will cette semaine dans le journal, c'est un peu la bête noire de l'OGC Nice sur ces dernières saisons. Comment ils vont, nos amis nantais? Ils ont changé de coach? Ouais, ils vont pas très bien, les Nantais, barragistes. Encore, c'est un peu le cas depuis le début de la saison. Antoine Comboiré qui est revenu pour l'opération maintien, qui a remplacé Jocelyn Gourvenec. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que les relations avec Waldemar Kita sont exécrables, glaciales. Mais a priori, ils ont mis leurs égos de côté. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Donc il est en mission, il a retrouvé un groupe qui, selon lui, n'est pas lassé mentalement, qui a plutôt encore du mordant, qui a envie de gagner des matchs. Donc, mais ils se méfient de Nice, forcément. Et ils ont perdu leur meilleur joueur. Ils ont perdu. Moses Simon, blessé, fracture du péroné. Ça, c'est un énorme coup pour le pauvre Moses Simon. Effectivement, on lui souhaite bien du courage et un bon rétablissement. Parce que même, je me souviens du match aller, la défaite, c'est en très grosse partie à cause de Moses Simon. Et Alban Lafont. Ouais, et Alban Lafont. Mais la défaite, parce que s'il n'y a pas Moses Simon, se finit sur 0-0 au final ce match. Mais Moses Simon, il avait beaucoup fait mal à Jean-Claire Todibo. Sur la vivacité. Et ils ont récupéré Mostafa Mohamed et Tino Kadewere qu'aujourd'hui de retour de sélection, donc on va voir dans quel état physique aussi ils vont être. Non, j'allais dire, quand il y a quelques semaines, quand ils ont été au Vélodrome, ils avaient fait dans le match, ils avaient fait une bonne période en début de seconde période, si je dis pas de bêtises. Nantes, après ils craquent, c'était pas assez long, pas assez dans le temps. Mais surtout, comme dit Will, même sur ce match-là, le détonateur c'était Simon, quoi. Et Lafont fait quand même pas une grande saison, même si contre le gym il a fait le match de sa vie. Donc il y a quand même beaucoup d'hésitation et un petit coup à faire. C'était un OM moussé là. Et c'était un Marseille. On commençait à voir le Marseille commence à fatiguer. Alors esprit de revanche pour les Aiglons, battu pour la première fois cette saison, c'était à Nantes. C'est là que les ennuis avaient commencé un petit peu pour cette équipe de l'OGC Nice. On a posé la question à Francesco Farioli, est-ce qu'il y a un air de revanche dans ce Nice-Nantes? Écoutez la réponse du coach azurien.
Alors, assurément, il y aura l'envie de gagner, ça c'est évident, pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour le classement, c'est le plus important. Après, si on veut ajouter une motivation en plus, c'est sûr que cette soirée à Nantes avait été notre première défaite. C'est une cicatrice qu'on porte sur nous depuis. Donc c'est une petite motivation en plus. Mais on en a déjà tellement des motivations que celle-là, c'est la dernière. Voilà, donc la motivation pour les Aiglons, l'esprit de revanche face à Nantes, ça peut jouer ça, Léandra ? Bah, ça joue toujours. De toute façon, il faut toujours trouver des leviers pour basculer dans autre chose, dans un esprit conquérant qu'on a vu à Lens. Mais il y a ça, mais je pense qu'il y a tellement d'autres enjeux qui peuvent forcer l'OGC Nice à justement donner le meilleur. Et c'est vrai qu'on va voir si la trêve internationale a un peu effacé tout ce qu'on a vu de bien à Lens. J'espère pas, parce que cet esprit conquérant, on doit le retrouver sur les 8 derniers matchs de la saison. Joanne, est-ce que tu penses que cette défaite à Nantes, on l'attendait, on disait voilà, 13 matchs consécutifs, je crois à l'époque d'invincibilité, a fait plus de mal qu'on le pense à cette équipe niçoise qui se voyait vraiment, qui marchait sur l'eau à ce moment-là, quoi. Bah, de toute façon, il fallait s'y attendre. Voilà, de mémoire, il y a qu'Arsenal qui a fait ça à l'époque de Thierry, c'est ça, les Invincibles. Non, mais fallait s'y attendre. Après, c'est tombé à Nantes. Voilà, c'est vrai que Nantes, ça, avec la finale de coupe perdue, c'est vrai que ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Mais voilà, là, on va jouer à domicile devant notre public, et puis voilà, moi j'ai toute confiance en notre équipe, et voilà, après attention quand même à Comboiré, moi c'est quelqu'un que je connais. Lui, il connaît le football. Exactement, et c'est quelqu'un que je connais parce que je l'ai eu à Valenciennes. Et c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui arrive à fédérer autour de lui, et il arrive à attirer le meilleur de son groupe, et surtout là il arrive en position de force, parce qu'il a fait ce qu'il a fait avec Nantes, mais voilà, tout de même je pense qu'il va blinder, il va venir chercher le nul. Voilà, c'est ça, je pense qu'il va venir chercher le nul, il va pas ouais. Lui, il dit, en tout cas en conférence de presse, après ça peut être faux, mais il dit qu'il veut absolument pas que Nantes subisse tout le match, quoi. C'est vraiment pas le but. C'est vraiment je connais le personnage, et je le vois mal, je le vois mal aller se jeter dans la gueule du loup, surtout à Nice. Oui, c'est ce qu'ils attendent. Donc je pense que c'est un jeu. Et puis ils ont vu les matchs des autres équipes qui sont venus à l'Alliance Riviera et qui avaient fermé le jeu, et contre Nice avait aussi pas mal de difficultés. Alors les difficultés, il y en aura, parce que dans cette équipe de l'OGC Nice, il n'y a plus beaucoup de milieux de terrain disponibles. Will, on l'a su aujourd'hui. Alors les forfaits: Sanson, Youssouf, Job, bon ça c'est un forfait de longue haleine, et puis 2 suspendus, Rosario et Thuram. Voilà, t'as tout dit. C'est beaucoup, quoi, quand même. Il reste plus c'est que des potentiels titulaires, quoi. Ouais, franchement, là, ça tombe mal. Là, surtout les suspensions de Kefren et Rosario, le fait déjà qu'elles soient combinées, que ça tombe en même temps, c'est pas terrible. Mais en plus, avec les blessures, c'est no man's land au milieu, ouais. Et Boudaoui, qui n'était pas parti en sélection algérienne, ça va mieux du coup? Oui, il est plus dans le relevé médical. Il a pu récupérer justement pendant cette semaine de trêve. Donc heureusement, sinon je sais pas qui c'est qui aurait joué en sentinelle. Vivien, c'est une donnée importante quand même, cette absence au milieu de terrain, ces absences au milieu de terrain. J'attends la compo de Will, mais j'étais en train de me demander un petit peu qui reste. Voilà, ils pourront jouer, j'imagine, à 3 au milieu, mais t'auras pas beaucoup de choix sur le banc, visiblement, hormis des jeunes. Ouais, voilà, c'est ça, hormis des jeunes, ça peut être une donnée importante. Et c'est vrai que ces derniers temps, je pensais à Youssouf, il a assez peu joué finalement, quand on connaît sa capacité. Il a rechuté, Youssouf. Ouais, il a fait une rechute de sa blessure musculaire cette semaine. Au quadriceps, lésion au quadriceps. Tous les forfaits peuvent être préjudiciables, mais celui-là je trouve particulièrement, parce que quand on connaît sa capacité à s'adapter, à permettre à Farioli de changer de système avec ses relances, etc., ça manque quand même, je pense, encore plus quand il y a d'autres forfaits autour, ça va être compliqué pour Farioli, je pense. Des absences préjudiciables, Joanne, au milieu de terrain, évidemment. C'est sûr que quand on doit composer sans nos titulaires habituels, c'est vrai qu'on se pose un peu plus de questions, mais je pense qu'on a les armes. À des moments, il nous manquait aussi des défenseurs, et on a su composer avec Rosario en défense centrale, et on a su s'imposer. Donc moi, j'ai totalement confiance, et puis on verra. On verra, effectivement. On verra la compo de Will, la compo probable. Allez, c'est parti. Alors, une composition d'équipe
probable. Là, il faut avoir du talent, là, mon cher Will, parce que... Je me souviens que t'avais pas voulu. Ouais, non, mais je veux plus. On a quand même gagné. Voilà. Lancer le micro et reparti. Comme quoi, faut pas changer les habitudes. On est reparti pour un tour. Bon, alors la défense, normalement, ça devrait pas bouger. Non, Marcin Bulka, l'immense Marcin Rosier Bulka. de retour. Ouais, Rosier dans le groupe. Ouais, dans le groupe. Ouais, dans le groupe. Rosier qui n'avait pas convaincu Francesco Farioli à l'entraînement. Pour le moment. Pour le moment. Donc, il va revenir dans le groupe. Ça sera une solution de plus sur le banc. Mais ça va rester Jordan Lotomba qui va rester dans le couloir droit avec Todibo, Dante et Melvin Bard. Juste, je m'attarde 2 secondes sur Todibo. Il n'aurait pas marqué quelques points quand même avec l'équipe de France qui a encaissé 4 buts là, et une charnière qu'on ne trouve pas du côté de Didier Deschamps. Son absence. On peut toujours penser qu'indirectement ça joue en sa faveur, mais malheureusement, Didier Deschamps aussi, il est conscient de la période, comme on en a parlé tout à l'heure, des garçons fatigués, et puis plus pragmatique que Didier Deschamps, je pense qu'il n'y a pas. C'est la définition même du mot, lui. Malheureusement pour Jean-Claire, hormis blessure, je pense que c'est foutu pour l'Euro. Bon. Allez, au milieu, c'est là que c'est important. Au milieu, c'est important, et notamment pour Hicham Boudaoui, qui, vu l'état actuel de l'effectif, est le seul qui pourrait jouer en sentinelle. Un poste où Francesco Farioli ne pense pas qu'il peut s'imposer, parce que dans la volonté de Francesco Farioli de voir une sentinelle qui redescend au milieu des 2 centraux, Boudaoui ne peut pas le faire. Mais je pense que justement, par la force des choses, là, Boudaoui peut montrer à Francesco Farioli combien il est très fort en sentinelle. Pour moi, c'est son meilleur... Didier Digard l'avait installé là. Pour moi, c'est son meilleur poste. Donc, je pense que ça pourrait faire partie ça pourrait être un mal pour un bien, toutes ces absences, avec Boudaoui en sentinelle qui pourrait montrer à quel point il est fort dans ce rôle-là. Tom Louchet à droite, en meilleur relayeur droit, parce que déjà, quand il a joué, il a été bon. Et par la force des choses aussi, il y a moins de concurrence, donc il devrait être aligné avec Claude Maurice à gauche, qui lui aussi, par intermittence, a montré de très bonnes choses. Ce qui serait bien, c'est que ce soit dans la continuité, parce que c'est vraiment un joueur avec des qualités très intéressantes. Et en attaque, le trio de devant, donc pour donner de la continuité à chaud, Boga qui est pour moi le facteur X de cette fin de saison, parce que quand tu vas dire ça, facteur X. Et Guessant plutôt que Mofi malgré les 2 buts. Pourquoi ? Parce que, comme l'a expliqué Francesco Farioli en conférence de presse, Mofi cette semaine a eu des problèmes un peu physiques, donc il a un peu récupéré de Lens. Et je pense que face à une équipe nantaise qui, comme le dit Johan, ne va pas venir te chercher tes hauts, qui risque d'être bas, tu as besoin plus d'un point d'appui que de quelqu'un qui va prendre la profondeur. Juste une interrogation par rapport au milieu de terrain, Jérémy Boga. On a posé la question à Francesco Farioli. Est-ce que Jérémy Boga pourrait venir se recentrer un petit peu plus au milieu ? Il n'a pas fermé la porte, Francesco Farioli. Non, il n'a pas fermé la porte, mais je suis pas coach. Mais je vois pas dans ce système-là comment tu pourrais faire redescendre Boga. Donc il faudrait... La seule fois où il a joué à Toulouse, dans ce rôle un peu axial, c'était une formule un peu en 3-4-2-1. C'est ça, Oui, c'est ça. Voilà. En fait, donc avec une espèce de 2-10 derrière la pointe. Donc là, oui, Boga peut jouer en espèce de soutien de la pointe. Mais dans un 4-3-3, je vois pas où c'est qu'il pourrait revenir dans l'axe. Et impossible pour toi que ça joue à 3 derrière ? Impossible, non, parce que encore une fois, je ne suis pas entraîneur. Mais d'ailleurs, ce serait qui le 3e ? Rosario blessé, tu as dit, c'est ça ? Suspendu. Suspendu, oui, donc t'as pas trop. Rosario Thuram suspendu. Il pourrait être le 3e sans. Antoine Mendy, qui je trouve très bon. En plus, a fait de très bonnes performances, notamment contre Lens au match aller en centrale. Mais ce n'est pas dans le projet de jeu que tu veux faire contre une équipe qui va venir pas te chercher, te mettre à 3, avec une équipe qui va sûrement avoir qu'un attaquant axial. Tu vas monopoliser 3 défenseurs pour un seul attaquant axial. Enfin, je suis pas coach. On n'est pas à l'abri. Voilà. On n'est pas à l'abri quand même, et c'est Francesco Farioli. Il a dit, quand il va se coucher ce soir, puisqu'on est vendredi, il réfléchira à tout ça. Je pense que c'était un peu d'intox. Oui, bien sûr, il a déjà en tête son équipe. Évidemment que Francesco... Sa plus grosse inquiétude, ce qu'il sait pas, l'incertitude, c'est comment va arriver Nantes. Voilà, dans quel système va jouer Nantes. Comment va jouer Nantes. Voilà, c'est ça sa seule incertitude. Il a visionné quelques matchs d'Antoine Comboiré à l'époque de Nantes également. Voilà donc pour cette compo qui est toujours probable, on le répète, on va passer maintenant au Souviens-toi.
Et on va parler, Vivien, d'un Nice-Nantes du 4 octobre 2015, match arrêté par la pluie. Il faut savoir que ce dimanche, on prévoit de la pluie aussi du côté de l'Alliance Riviera, et on espère pas autant, parce que ce soir-là, ça a été un véritable déluge. Ouais, c'était très compliqué. 9e journée de Ligue 1 et week-end de déluge, tu l'as dit, sur la Côte d'Azur. Le gym recevait Nantes. Claude Puel sur le banc à ce moment-là, c'est le grand gym de l'époque, on y reviendra. Et des conditions compliquées qui ont même viré au dantesque à l'Alliance. Il y a des images qui vont défiler, on voyait bien la pluie. Le match commence quand même, il se passe pas mal de choses. Le gym est mené, revient au score, prend la main, 2-2 à la pause. Doublé de Valère Germain, dont une superbe demi-volée. Et quelques semaines plus tard, il avait été de passage à Nice matin pour récupérer son trophée de sportif azurien de l'année. Et il nous avait demandé de lui ajouter les 2 buts qui ne lui Il a pas été toujours dit acceptés. tout au long de la saison, il en parlait, ça je me Ouais. souviens, Valère Germain, il disait « Ah, mais j'ai 2 buts en plus contre Nantes. » Il était un peu dégoûté, forcément. Et pour revenir au match, la méthode c'était encore plus déchaînée à la mi-temps. Voilà, des trompes d'eau, des cascades impressionnantes qui tombaient du toit du stade. On le voit sur les vidéos d'OGC À un moment Nice donné, je TV. croyais qu'on était aux cascades de Guéraud. Ah, c'était la folie. Et d'ailleurs, petit hommage, Vincent Menichini en parlait dans le papier qu'on verra après. Il disait, voilà, c'était des cascades vraiment d'eau qui tombaient des coins du stade. Toit, là, on n'a jamais vu du ça, toit du stade à gauche, on le voit là. Les jardiniers qui tentent d'évacuer l'eau sur la pelouse, on va le voir un peu plus tard. Enfin, ça changeait pas grand chose à la donne. C'était un petit peu un carnage. Et Freddy Fautrel, l'arbitre de l'époque qui est à la retraite maintenant, avait décidé d'arrêter le match en seconde période. C'était injouable avec les À la flaques mi-temps notamment. même, Ils reprennent, je crois, le ballon est freiné. Ouais. Alexandre Mendy avait presque failli marquer ou bénéficier d'une situation. Et les Flaques avaient arrêté le ballon, c'était injouable. Et l'arbitre avait dit en 13 ans de carrière, c'est la première fois que je dois prendre une telle décision, c'est-à-dire de couper un match au milieu. Ça lui est arrivé de ne pas donner le coup d'envoi d'un match pour une raison X ou Y. Mais pas voilà. Et on voit le papier de Vincent à l'époque et de William où c'était assez improbable avec les balais. Et derrière, les spectateurs aient mis des heures à rentrer chez eux. Ça avait été vraiment compliqué et de manière même plus tragique parce qu'on se souvient malheureusement que ces intempéries avaient même fait des morts, 20 morts à l'époque, 3 résidents d'un EHPAD à Biot, 8 personnes dans un parking à Mandelieu, 3 personnes coincées dans leur voiture à Valoris. Enfin, c'était assez dramatique. Ouais, dramatique. Voilà, ça allait bien au-delà du foot évidemment et d'un match arrêté. Et pour revenir au terrain, il y avait du lourd avec le gym, Seri, Ben Arfa et compagnie. Et un nom qui a un peu moins marqué les esprits, je ne sais pas si vous le reconnaissez, Wallison, qui avait été sorti avant la pause par Puel, 20 matchs à Nice. Il m'a pas énormément marqué. Et on voit Bonne-Mère là-bas effectivement, on voit Bonne-Mère derrière et Cosiello. Si ma vue ne me trompe pas. Mais je crois que je faisais partie de l'effectif nantais. J'étais à Nantes. J'étais à Nantes et je crois que j'étais blessé. J'avais pas fait le déplacement. J'étais chez moi à Nice. Oui, tu faisais partie effectivement. C'est ça. Et il y avait Rongier effectivement, etc. dont tu parlais tout à l'heure. Et ce match du coup a été finalement rejoué un mois plus tard. Défaite 2-1 du gym, but de Genevois. Là on voit Ben Arfa et Germain. C'était un but de Genevois qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans le gym tonique. Mais derrière le gym n'a pas douté longtemps parce que quasiment dans la foulée, on s'en souvient, il y avait eu les victoires 4-1 à Rennes, 4-1 à Saint-Etienne avec les chauds de les chauds Ben Arfa. Saint-Etienne et Rennes, les deux. C'était fabuleux. C'était en prime sur Canal, le gym faisait la leçon toutes les semaines. C'était incroyable. Et c'était peu de temps après ce match rejoué et cette défaite. Bon, visiblement, ça n'avait pas trop gêné l'OGC Nice qui est fini 4e en fin de saison. Et Dante arrive la saison d'après en joignant un peu le pour-contre et le souviens-toi. Je me suis rendu compte que Dante s'engage la saison après celle-ci à l'OGC avec Balotelli et Belanda. Exactement. C'était pas trop mal. Ouais. Et on a une pensée évidemment pour les familles des victimes de ce soir-là, de ces intempéries d'octobre 2015. On espère évidemment que dimanche, je pense qu'il y en aura quand même beaucoup moins de pluie dimanche. Mais bon, voilà, il n'y aura pas grand monde au stade a priori parce que dimanche de Pâques, plus pluie qui tombe, les Niçois ils aiment pas trop ça. Ils aiment quoi les Niçois? Tu sais bien, ils aiment bien leur confort. Ça me désole de plus en plus. Oui, parce que c'est maintenant qu'il faut y aller au stade. Hein, le gigot d'agneau, on le mange lundi, puis voilà, la chasse aux œufs, tout ça, on les fait à l'Alliance. Léandra. Je suis d'accord, on attend plus de monde. D'accord pour la chasse aux œufs ou pour aller au match? Les deux. Les deux, c'est vrai. Juste une pensée pour Alexis Beka dont c'est l'anniversaire Absolument, aujourd'hui. 23 ans. Et puisque les Niçois, ils n'aiment pas trop aller au stade, samedi soir, je les invite à regarder la télé, à se réveiller un peu tard. 2h du matin, t'es chaud toi. Ce sera même un peu plus tard, parce que 2h, c'est le début de la réunion. Donc ce sera plutôt vers 4h. Bon réveil alors. Voilà. Et on change d'heure en plus. Voilà alors, pour soutenir Manon Fiorot, la niçoise qui combat. Du coup, ça va me perdre moi ça. Comment ça va te perdre? Il sera quelle heure à 4h du matin quand il faudra regarder? Il faut mettre le réveil à quelle heure là? 3h. Faut avoir fait Polytechnique là, moi. Tu recules.
On recule. On recule. J'ai l'impression qu'on Non, t'avances d'une heure. Ah, tu vois, même toi, tu sais pas. Ah, t'as perdu, t'avances. Donc il faut être à 5 heures. C'est à 5 heures en fait. Voilà, 5 heures du matin. Bon, ça, c'est au réveil ou en sortie de boîte. Voilà. Et du coup, il passe on a plus l'âge. Faites un bon son des guitares et puis après, regardez le combat de Manon Fiorot. Hugo, ouais. Hugo, il sait de quoi je parle. Manon Fiorot, c'est pas un titre mondial encore. Non, hein, c'est pas une ceinture en tout C'est cas. en cas de victoire, elle pourrait avoir une chance pour la ceinture, même si avec l'UFC c'est très compliqué. Mais elle pourrait aussi avoir une ceinture intérimaire à Paris en septembre. Ah. C'est bien ça, les ceintures intérimaires? C'est toujours une ceinture. Hein. Cyril Gann, du côté des hommes, a été le premier Français à avoir une ceinture intérimaire. C'est compliqué tout ça. Non, mais j'espère qu'elle aura pas une écharpe dans le pied, quoi, Manon Fiorot. Ah oui, il faut faire attention aux écharpes dans le pied. On a vu ça aussi. C'était quand même la folie. Manon Fiorot, c'est pas Cédric Doumbé. Elle va pas s'arrêter. The Beast. J'espère qu'il écoute pas l'émission parce que. Oui, il va te mettre pas dans la gueule. Il t'attend dans la cage. Bon, allez, voilà, on a tout dit autour de Manon Fiorot et de cette équipe de l'OGC Nice. Johan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, merci beaucoup. Bonne continuation avec les U16. Merci. Voilà, et puis on suivra tout ça attentivement, messieurs, dames. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à Sophie Doncier, Chloé Borgard, Philippe Bertigny à la préparation et à la réalisation de cette émission. Tous au stade dimanche face à Nantes. On fera Pâques plus tard et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. À bientôt. Bye bye.